Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast qui ne dure pas 3h45. Après des mois de campagne acharnée à base de tournées médiatiques mondiales, d'interviews, de soirées luxueuses, de polémiques stériles, de petits fours et de goodies, la 98e cérémonie des Oscars s'est enfin tenue à Los Angeles ce dimanche 15 mars. C'était en ce qui me concerne la soirée la plus importante de l'année et elle a été le théâtre d'un rebondissement choquant. Une énorme surprise pour les invités comme pour les téléspectateurs du monde entier. Un plot twist qu'aucun pronostic n'aurait pu prédire. Je veux bien entendu parler de la moustache de Leonardo DiCaprio. À part ça, tout s'est plus ou moins déroulé comme prévu et les films Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson et Sinners de Ryan Coogler ont été sacrés grands vainqueurs de la soirée. Alors, est-ce que ça valait le coup de se coucher à 4h du mat ? Est-ce que Léo a piqué la moustache de Pedro Pascal ? Et est-ce que tout le monde déteste Timothée Chalamet ? Dans cet épisode, on fait un petit bilan de la soirée des Oscars et on répond à toutes ces questions cruciales. On reviendra notamment sur la signification culturelle des 4 victoires de Sinners et vous pourrez surtout entendre mon interview avec Michael B. Jordan et Wunmi Mosaku qui a été réalisée en novembre pendant la campagne. Ça fait un peu plus de 48 heures que la cérémonie des Oscars 2026 s'est achevée. Personnellement, je suis encore en jet lag parce que je me suis couchée à 4h30 le soir de la cérémonie. Mais ça y est, j'ai bien digéré tous les prix et je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire un petit débrief ici après vous avoir parlé pendant des mois et des mois de toute la campagne qui a précédé cette fameuse cérémonie. Globalement, je dirais que c'était une soirée assez prévisible, dans le sens où quasiment tous mes pronostics se sont avérés corrects et j'étais évidemment pas la seule à avoir fait les bons pronostics. Le grand favori qui était Une bataille après l'autre depuis des mois a effectivement remporté l'Oscar du meilleur film et quelques autres aussi puisqu'il en a récolté 6 au total. Meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson, meilleur scénario adapté, meilleur casting, meilleur second rôle pour Sean Penn et meilleur montage. Jessie Buckley, qui était largement pressentie pour gagner l'Oscar de la meilleure actrice, l'a évidemment remporté. Elle a fait genre qu'elle était surprise, mais bon, meuf, tout le monde savait que t'allais gagner. Et même les surprises de la soirée étaient déjà un petit peu attendues depuis quelques semaines. La plus grosse surprise, et je pense le meilleur moment de la soirée, c'était la victoire de Michael B. Jordan, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Sinners. C'est 2 rôles, puisqu'il joue 2 jumeaux, Smoke et Stack. Le grand favori depuis le début, c'était Timothée Chalamet, mais on en avait parlé dans les épisodes précédents du podcast. Il y avait eu quelques changements de dernière minute dans la campagne qui ont fortement fait changer la tendance et ont pressenté de plus en plus que Michael B. Jordan allait l'emporter sur Timothée Chalamet. C'est effectivement ce qui s'est passé. Je préfère préciser tout de suite que la polémique un petit peu absurde, selon moi, autour de l'opéra et du ballet, causée par une déclaration de Timothée Chalamet qui date d'il y a plusieurs semaines, n'a pas impacté les votes, puisque tout ça a enflé après la clôture des votes aux Oscars. I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. Par contre, le fait que Timothée Chalamet ait été aussi omniprésent jusqu'à la fin de la campagne, qu'il ait peut-être un peu manqué d'humilité dans la dernière ligne droite et qu'il n'ait pas réussi à se faire discret à un moment où justement la meilleure stratégie c'est de se faire oublier, je pense que ça a joué. Et ce qui a aussi joué, c'est le fait que Michael B. Jordan a remporté 2 prix pile au moment où les votes des Oscars étaient ouverts, le prix du NAACP et le prix des Actors Awards. À chaque fois, il a fait des discours qui ont été très charmants et très émouvants. And I just want to quickly say that I'm so honored and privileged to be nominated in categories with people and actors and humans that I love, and I love their work and what you contribute to our craft. This ride has been unbelievable, so thank you for welcoming me in and making me feel seen, bro. And y'all know how I feel about y'all. Il a fait preuve, lui, pour le coup, d'une humilité que Timothée Chalamet n'avait pas forcément dans la dernière phase de la campagne. Et puis, il y a aussi eu ce fameux événement à la cérémonie des BAFTA où un invité de la soirée qui était atteint du syndrome de Tourette a hurlé le N-word pendant que Michael B. Jordan était sur scène. Ça a créé un bad buzz énorme pour les BAFTA, mais ça a aussi généré beaucoup de sympathie pour Michael B. Jordan et pour toute l'équipe de Sinners. Et la manière dont la BBC et les BAFTA ont géré cet événement, c'est-à-dire pas très bien puisqu'ils n'ont pas vraiment protégé
protéger les acteurs qui avaient vécu cette agression verbale, c'est venu souligner le propos même de Sinners, qui était sur la place des personnes noires et afro-américaines notamment dans le milieu culturel, et la manière dont c'est très difficile pour eux de se créer une place dans le monde de la culture, et la manière dont cette place va sans cesse être remise en cause. Et donc moi, je pense que tout ça a impacté les votes en faveur de Sinners dans la dernière ligne droite. Sinners avait battu le record du plus grand nombre de nominations aux Oscars, puisqu'ils en avaient 16, c'est vraiment énorme. Au final, ils ont gagné 4 prix. C'est pas beaucoup, mais il faut savoir que souvent, les films qui sont les plus nommés chaque année ne sont pas forcément ceux qui récoltent le plus de prix. Après, les prix que Sinners a remportés sont assez importants, donc c'était vraiment une très très belle soirée pour eux. Ryan Coogler, le réalisateur, a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. C'était très attendu, c'est vrai que c'était une des histoires les plus originales de cette année au cinéma. Et le fait qu'en plus le film ait eu un tel succès, à la fois critique et au box-office, pour un récit original qui va emprunter à plein de genres cinématographiques, c'est vraiment très bon signe pour Hollywood. En tout cas, je pense que le fait que ce film-là remporte un Oscar envoie un très bon signal pour l'avenir de la création à Hollywood, y compris dans un système de studio, puisque Sinners, c'est un film Warner, et un film sur lequel Warner avait peur de parier au début. On pensait même que le film n'allait pas sortir au final, que Warner s'était endetté pour ce film, et vu le succès qu'il a remporté, on peut dire que le pari était gagnant, et donc on espère que ça va encourager la création de nouveaux projets originaux comme celui-ci dans les années à venir, même si on en reparlera peut-être à un autre moment. L'avenir de Warner lui-même est un petit peu en balance en ce moment. Le film a aussi remporté l'Oscar de la meilleure musique originale pour le compositeur Ludwig Göransson, qui avait aussi fait la musique de Oppenheimer l'année dernière. Un compositeur qui a eu 3 nominations et 3 victoires, donc pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et puis j'ai envie de dire que c'est peut-être le prix le plus important de la soirée. Sinners a remporté l'Oscar de la meilleure photographie. En l'occurrence, c'est la directrice de la photographie Autumn Durald Arcapo qui a gagné ce prix. Et c'est très très important historiquement puisque c'est la toute première femme de l'histoire à remporter le prix de la meilleure photographie. C'est assez catastrophique de se dire qu'en 2026, c'est la première fois qu'une femme remporte ce prix. Avant elle, et d'ailleurs elle l'a remercié dans son discours, il y avait Rachel Morrison qui avait été la première femme nommée à cet Oscar, mais qui ne l'avait pas remporté. Et donc là, Autumn Durald Arcapo a livré un discours très émouvant où elle a remercié toutes les femmes qui étaient venues avant elle et qui l'avaient portée jusqu'à cette victoire. Moi, je m'attendais un petit peu à ce que ce soit une bataille après l'autre qui remporte le prix, notamment pour cette séquence dans les collines qui est vraiment iconique et qui, à mon avis, restera dans les annales de l'histoire du cinéma. Mais c'est une autre manière de faire l'histoire que de récompenser Sinners dans cette catégorie-là. Et je trouve que c'était à la fois un très beau discours et un très beau prix. Et un prix assez important pour le film. Et puis évidemment, il y a eu meilleur acteur pour Michael B. Jordan. And the Oscar goes to Michael B. Jordan. Moi, vous le savez, depuis le début, j'étais un petit peu pour Timothée Chalamet parce que Martyr suprême, c'était mon film préféré de l'année avec valeur sentimentale. J'aurais beaucoup aimé le voir gagner ce prix, mais j'ai été très heureuse de voir Michael B. Jordan le remporter au final parce que j'adore Michael B. Jordan. Je vous en ai déjà parlé aussi. Je considère que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération. C'est quelqu'un que j'irai toujours voir, peu importe le projet dans lequel il est, parce que je le trouve très talentueux et fascinant et très charismatique. Je suis pas la seule, je l'aime depuis longtemps puisque c'était déjà Wallace dans The Wire, c'était Vince dans Friday Night Lights, donc c'est un acteur qu'on suit depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui est intéressant. Généralement, les acteurs plus âgés ont tendance à être récompensés dans la catégorie Oscar du meilleur acteur. Mais en fait, Michael B. Jordan a une carrière qui a commencé il y a tellement longtemps qu'en fait, il a 25 ans d'exercice derrière lui et donc il a beau avoir quasiment 40 ans, c'est déjà un acteur chevronné et donc clairement cet Oscar va aussi récompenser toute sa carrière. Jesse Plemons était dans le public et on les a vus se faire un petit signe juste après la victoire de Michael B. Jordan. Ils partageaient l'affiche tous les deux dans Friday Night Lights. Il a fait un gros câlin à Leonardo DiCaprio aussi. Et tous les gens qui étaient dans la salle ont raconté qu'au moment où la victoire de Michael B. Jordan avait été annoncée, limite les murs ont tremblé tellement toute la salle a voulu l'acclamer. Donc c'était vraiment un très très beau moment. On pressentait déjà depuis quelques jours ou quelques semaines que ça allait venir, mais on ne sait jamais avec les Oscars, ils peuvent rester un petit peu sur leur ligne jusqu'au bout. Par exemple, Sean Penn, il fait plus campagne depuis des mois et pourtant il a quand même gagné l'Oscar du meilleur second rôle alors qu'il s'est même pas pointé. Mais donc c'était une très très bonne surprise de voir Michael B. Jordan monter sur scène, c'était hyper émouvant.
Et je pense que quelque chose qui a aussi joué, c'est le fait que souvent, quand l'Académie récompense des acteurs ou des actrices, il y a aussi une considération sur l'avenir de cet acteur ou cette actrice. On a tendance à récompenser des actrices bien plus jeunes, des ingénues, parce qu'on se dit qu'elles vont potentiellement pas durer à Hollywood, parce qu'on sait que la carrière d'une actrice, même si c'est en train de changer, peut être plus courte que celle d'un acteur, parce que après un certain âge, c'est plus difficile de trouver des rôles intéressants, alors qu'à l'inverse, on va récompenser des acteurs plus âgés pour un peu la somme de leur carrière, une fois qu'ils ont fait leurs preuves, parce qu'on s'attache aussi un peu moins à leur physique, contrairement aux actrices. Et je pense que dans la tête de certains membres de l'Académie cette année, il y a peut-être eu une réflexion par rapport à la carrière de Timothée Chalamet et celle de Michael B. Jordan, c'est-à-dire que Timothée Chalamet, au-delà du fait qu'il agace pas mal de monde, on a aussi un petit peu la certitude que dans les 30 prochaines années, il va continuer à jouer dans des films qui seront nommés aux Oscars. Et il a tout le temps devant lui de gagner cet Oscar du meilleur acteur. Il l'aura peut-être dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans. On sait que Leonardo DiCaprio, qui a démarré très jeune, il a aussi mis énormément de temps avant de l'avoir. Et à l'inverse, Michael B. Jordan, j'ai l'impression qu'il peut être traité à la fois comme quelqu'un qui a déjà une très belle carrière derrière lui, mais aussi paradoxalement comme une ingénue, dans le sens où il va peut-être pas avoir beaucoup d'autres occasions de jouer dans des films à Oscar. Il n'a pas du tout la même trajectoire pour l'instant qu'un Timothée Chalamet, même s'ils sont tous les deux des énormes stars. Et donc peut-être qu'il y en a qui se sont dit, c'est le moment maintenant de le récompenser. Parce qu'en fait, les projets dans lesquels il joue ne vont peut-être pas toujours avoir l'opportunité de l'emmener jusqu'à l'Oscar du meilleur acteur. Et donc là, il y avait cette opportunité, c'était le bon moment pour lui. Il a énormément de sympathie auprès du public en ce moment et auprès de l'Académie. Donc voilà, moi je pense que en tant que votante, j'aurais peut-être fait ce choix aussi en me disant Timothée, il l'aura à un moment. Michael B, je sais pas quand est-ce qu'il va être renommé dans cette catégorie. Peut-être qu'il va falloir attendre 20 ans ou 30 ans de plus et qu'il va peut-être pas faire tant de projets que ça entre-temps qui seront intéressants ou qui seront nommés aux Oscars, donc on y va, on lui donne maintenant. Après, évidemment, je ne suis pas dans la tête des membres de l'Académie, donc je ne sais pas ce qui a pu impacter ce revirement, puisque je pense vraiment que pendant une grosse partie de la campagne, c'était Timothée qui était pressenti pour gagner. Le truc le plus charmant, c'était vraiment de voir la réaction de Michael B. Jordan après sa victoire. Il avait l'air hyper content, il avait l'air un petit peu sonné même sur scène. On sentait qu'à la fois il s'était sans doute préparé depuis quelques semaines, mais qu'il n'en était pas non plus convaincu de sa victoire et que donc tout ça a paru très spontané quand il a fait son discours. Et puis vous avez peut-être vu les vidéos, après sa victoire, il est allé célébrer en mangeant un burger à In-N-Out. Et honnêtement, j'ai jamais eu autant envie dans ma vie de me reconvertir en burger qu'en voyant ces images-là. Mais bref, tout ça l'a rendu très charmant jusqu'au bout et j'étais hyper contente de le voir gagner, même si j'étais triste que Marty Suprême ne remporte aucun Oscar. Même celui du scénario original, par exemple, j'aurais bien aimé le voir gagner aussi. Mais l'équipe de Sinners est tellement charmante et tellement méritante, tellement talentueuse que je ne peux que me réjouir de tous ces prix-là. Et je suis assez contente aussi que Sinners et Michael B. Jordan aient remporté ces prix parce que ça fait un petit moment que je garde au chaud une petite interview que j'ai réalisée en novembre au moment de la campagne des Golden Globes. J'avais eu l'occasion de rencontrer assez brièvement Wunmi Mosaku et Michael B. Jordan qui étaient en promotion pour le film. Ça n'a duré que quelques minutes parce qu'ils avaient un emploi du temps très serré et honnêtement, au moment où je les ai rencontrés, je sentais qu'ils étaient déjà KO. Donc je sais pas comment ils ont fait pour tenir pendant des mois après cette rencontre, mais ils étaient tous les deux extrêmement charmants. J'étais ravie de les rencontrer parce que je les admire tous les deux énormément professionnellement et donc j'ai eu l'opportunité de leur poser 2-3 questions sur Sinners. Je vous laisse écouter notre interview. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, Ça va super. et vous ? Ça va super. Bon, je précise que j'habite à Paris, mais j'ai fait le voyage depuis la France cette semaine pour assister à plein d'événements autour des trop Golden bien. Globes et pouvoir rencontrer des gens en personne. Merci Je d'avoir suis fait vraiment tout ça. ravie et honorée de vous rencontrer tous les deux. En plus, j'ai choisi le meilleur moment avec cette pluie torrentielle. Heureusement, il ne fait pas trop froid. Alors, je voulais commencer par vous demander, à votre avis, en quoi le film reflète l'époque dans laquelle on vit actuellement ? I feel like the film, it's an homage to like who we're from. Je dirais que ce film est un hommage à nos origines, d'où on vient, et aux genres musicaux qui ont influencé la musique qu'on écoute aujourd'hui. C'est un hommage à notre héritage, à nos ancêtres et aux religions et cultures traditionnelles d'Afrique. Je pense que notre identité est profondément liée à nos origines. Et ce film nous le rappelle, donc il est très pertinent aujourd'hui. Il parle de notre raison d'être, de notre don et des personnes qu'on laisse entrer dans notre univers. Je pense aussi que ça parle de capitalisme, de la préservation de la culture, de l'appropriation culturelle. Ça aborde tellement de choses. Donc oui, pour moi, ce film me semble vraiment important. It feels so
important to me, like today. Et vous, Michael, vous en pensez quoi? I mean, this is the idea of entrepreneurship, you know, the idea of wanting a piece of freedom. Je dirais qu'il y a aussi l'idée d'entrepreneuriat dans le film. L'idée de vouloir une part de liberté pour nous-mêmes, l'oppression systémique à laquelle on peut être confronté sous différentes formes. Le film a tellement de niveaux de lecture. On pourrait écrire des essais entiers dessus, tellement il y a de thèmes qui résonnent avec l'actualité. Mais c'est ça la beauté de ce projet, et du cinéma ou de l'art en général, c'est que ça pousse les gens à avoir des discussions, à réfléchir à leur manière de penser. Donc pour moi, si en sortant du cinéma, les gens en parlent sur le chemin du retour, dans la voiture ou en arrivant chez eux, si le film reste dans leur tête et qu'ils continuent d'y penser, qu'ils relient ça à leur propre expérience ou que ça les rend curieux de leur histoire personnelle ou des systèmes qui les entourent, alors c'est une victoire pour nous. The dichotomy of whatever systems that are around them, I think that's a win for us. Est-ce que ce film, justement, a changé votre vision sur la tension entre art et commerce? No. Non, pas vraiment, non. No, I'm just saying. Il a toujours été conscient de tout ça. Pour moi, ce qui était nouveau, c'était plus de découvrir et de me plonger profondément dans le blues, notamment grâce à la relation de Ryan Coogler avec son oncle James et la manière dont il a découvert le blues. Et pour moi, avoir l'occasion, l'opportunité d'explorer les rouages de cette musique et de comprendre comment le blues a influencé tellement d'autres genres musicaux et d'autres formes d'art à travers le monde. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. C'est une nouvelle perspective que j'ai découverte grâce à ce projet. C'est l'un des points qui m'ont le plus marqué. That's one of the things that I feel. Comment est-ce que vous gérez tout l'aspect campagne autour du film? Parce que c'est un des plus gros films de l'année, un des meilleurs aussi. Il est en lice pour gagner plein de récompenses. C'est assez intense. Comment est-ce que vous vivez ça de votre côté? I can't speak for Yumi, but I think I might be able to. But you know, we love the work. Je ne peux pas parler pour Yunmi. Enfin peut-être, mais on aime notre travail. Et on veut faire des films auxquels les gens se connectent et qu'ils apprécient. Et oui, il y a beaucoup de choses qui viennent avec le succès d'un projet, c'est sûr. Mais en fait, on veut le meilleur pour le film. Je veux le meilleur pour ceux avec qui je partage l'écran, pour mon réalisateur, pour toute l'équipe et le casting. Donc soutenir le succès que ce film peut avoir, c'est quelque chose dans lequel je suis investi. Je veux le meilleur pour tout le monde. Bon, je crois que je vais devoir vous laisser passer à l'interview suivante, mais merci beaucoup. Merci d'être venu. Oui, merci d'avoir fait tout ce chemin. Bah non, c'est normal, je suis vraiment une très grande fan de votre travail à tous les deux, donc j'ai été ravie de vous rencontrer. Passez une bonne journée. Il y a quelque chose de vraiment unique cette année, c'est que les 10 films qui étaient nommés à l'Oscar du meilleur film étaient tous vraiment très très bons. Depuis que je regarde les Oscars et que je fais nuit blanche pour suivre la cérémonie, je pense que ça ne m'est jamais arrivé d'aimer vraiment tous les films qui sont nommés. Et là, c'était le cas. Ce qui a rendu la cérémonie peut-être un peu moins palpitante aussi, parce qu'il n'y avait pas vraiment de gros méchants ou de films que je détestais ou que j'avais envie de prendre comme antagoniste, alors que d'habitude, il y a toujours un peu ce film qui nous excite encore plus parce qu'on se dit « mais s'il gagne, je vais absolument tout péter ». Et là, cette année, c'était pas trop le cas. Mes favoris, c'était Marty Suprême et Valeurs sentimentales, évidemment. J'étais un peu triste que Marty Suprême ne remporte aucun Oscar, mais en même temps, c'est très Marty Suprême de n'absolument rien gagner au final. Donc, ça colle tout à fait avec la campagne du film, peut-être même que c'était prévu. Et puis, comme on l'a dit, je suis sûre que Timothée Chalamet rebondira. Josh Safdie, je sais pas. En fait, c'est fou parce que Sinners, si je devais faire un classement de tous les films qui étaient nommés cette année, je pense qu'il serait peut-être à la 8e position. Et pourtant, c'est un film que j'ai vraiment trouvé bien, mais j'ai ressenti moins de passion pour ce film que pour certains autres, comme Marty Suprême, Valeurs sentimentales, Une bataille après l'autre ou Bugonia. Et en même temps, je suis vraiment très contente des victoires de Sinners parce que je pense que c'est un film qui a eu un retentissement culturel très important aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Et je pense qu'on se souviendra pendant longtemps de ce film, aussi pour tout ce qu'il symbolise, que ce soit sur la créativité et l'inventivité de Ryan Coogler, qui a réussi à créer un scénario véritablement original dans un écosystème où on fait quand même de plus en plus d'adaptations, de reprises, de remakes, et que c'est difficile de trouver des idées originales. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Je pense que Ryan Coogler, c'est une des voix les plus excitantes du cinéma actuel. Et donc, je suis ravie qu'il ait gagné, même si Sinners, c'est pas mon film préféré de Ryan Coogler. Je vous l'ai déjà dit, moi, je préfère Fruitvale Station ou même Creed. Mais je pense que c'était important que Sinners soit récompensé pendant cette cérémonie. Je pense que le fait qu'il ait battu le record du nombre de nominations, c'est aussi quelque chose qui lui permettra de rester dans l'histoire. Et donc, voilà, je suis vraiment pas mécontente.
Je suis assez ravie que Valeurs sentimentales ait remporté l'Oscar du meilleur film étranger. Là aussi, c'était assez prévisible, mais pour moi, c'est un tel chef-d'œuvre que voilà, je suis vraiment ravie qu'ils aient pu gagner au moins ce prix-là. Dans les récompenses qui m'ont vraiment fait plaisir, il y avait aussi Amy Madigan qui a gagné meilleur second rôle féminin pour son rôle de tante Gladys dans Weapons, ou Évanouie en français. C'était la seule nomination pour ce film, qui est aussi un film très original, je pense, qui a beaucoup de points communs avec Sinners, parce que c'est un divertissement grand public, qui a plein d'idées, qui est très créatif et qui mélange beaucoup de genres cinématographiques. C'est vraiment pas que de l'horreur. En tout cas, si vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur d'avoir peur, sachez que c'est bien plus que ça. C'est aussi très drôle, il y a aussi des éléments dramatiques. C'est vraiment un film qui est hyper riche et hyper original. Et Amy Madigan est très charmante. C'est une actrice légendaire à Hollywood et c'était vraiment chouette de l'avoir montée sur scène avec son super costume et de l'avoir remercié Ed Harris, son mari. Et dès que la cérémonie a commencé avec une référence à Tante Gladys, je me suis dit, c'est bon, c'est plié, c'est Amy Madigan qui va gagner. J'aurais bien aimé aussi voir Teyana Taylor monter sur scène pour recevoir cet Oscar-là, mais j'espère qu'elle aura d'autres occasions de remporter le prix. En tout cas, je pense que Teyana Taylor était une des présences les plus charmantes de cette cérémonie. Et tout le casting, globalement, d'une bataille après l'autre, avait l'air de très bonne humeur pendant cette soirée et avait beaucoup de classe, je dirais, dans toutes, à la fois les victoires et les défaites de la cérémonie. Bon, Sean Penn ne s'est pas pointé. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'il était venu aux Golden Globes, donc c'est pas non plus une prise de position anti-cérémonie de remise de prix. Il a juste arrêté de se pointer à toutes les autres cérémonies qui ont suivi. Il n'a pas vraiment fait campagne. C'est son 3e Oscar, donc il rejoint un club assez sélect, dans lequel on trouve aussi Meryl Streep ou Jack Nicholson. Peut-être qu'il en a déjà trop et qu'il s'est dit, c'est bon, je sais plus quoi en faire, j'ai plus de place dans mes toilettes. Est-ce qu'il va le récupérer? Est-ce qu'on va lui envoyer par la poste? Qui sait? Dans les catégories techniques, il y a aussi eu très peu de surprises, mais tous les prix me semblaient assez mérités. Frankenstein, notamment, a raflé beaucoup de prix techniques. Les meilleurs décors, les meilleurs costumes et les meilleurs maquillages. Vous vous en souvenez peut-être, mais quand j'avais vu Frankenstein à Venise, je ne pouvais pas m'arrêter de parler des costumes. Je pense que c'était clairement parmi les plus beaux costumes de film de l'année. Donc c'était vraiment des récompenses 100% méritées. F1 a remporté l'Oscar du meilleur son. Vroom vroom. Et puis, Golden a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, sachant que c'est une chanson que j'ai écoutée 8 milliards de fois. Je ne peux que valider ce choix. Par contre, j'avoue que j'étais un petit peu triste de voir que Arco avait perdu dans la catégorie meilleur film d'animation face à K-Pop Demon Hunters. J'adore K-Pop Demon Hunters, mais j'ai aussi beaucoup aimé Arco d'Hugo Bienvenu. J'avais adoré l'interview qu'on avait fait tous les deux, que vous pouvez retrouver dans un épisode précédent du podcast. Il m'avait parlé aussi du coût physique et financier de la campagne. Et donc, j'avoue que ça m'a fait un petit pincement au cœur de ne pas voir Hugo Bienvenu monter sur scène pour récupérer ce prix, même si je suis sûre qu'après une telle course, il va avoir une suite de carrière très très belle et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire après Arco. En dehors des prix, il y a eu quelques moments assez amusants aussi. Je dis bien quelques, parce que honnêtement, c'était une cérémonie que j'ai trouvée assez plate. Les moments que j'ai préférés, c'était évidemment la réunion Bridesmaids, ou Mes meilleures amies, avec quasiment tout le casting qui était sur scène. C'est des actrices que j'adore. Les voir toutes réunies comme ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je préférerais les voir dans un nouveau film tout ensemble, mais je me contenterai de ces 5 minutes, avec tout le casting, ou presque, de Bridesmaids sur scène. Et puis un autre moment que j'ai adoré, c'est quand Kumail Nanjiani est venu récompenser les courts-métrages. En fait, il s'est retrouvé avec un ex-aequo. It's a tie. I'm not joking. It's actually a tie. So everyone calm down. We're going to get through this. Focus up. Calm down. Remain calm. Et clairement, je pense que tous les présentateurs de la cérémonie avaient été briefés avant, puisqu'il a tout de suite su comment réagir et il a expliqué avec beaucoup de clarté et beaucoup d'humour et de fermeté ce qui allait se passer. Il a dit, on a un ex-aequo, c'est pas une blague. Je vais d'abord appeler la première équipe qui va faire ses discours et puis ensuite je révélerai la deuxième équipe qui est ex-aequo et qui pourra venir monter faire son discours. Donc tout s'est hyper bien passé, c'était très 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 rodé et donc clairement je pense qu'il avait eu une grosse réu et que tous les présentateurs avaient eu une grosse réu avec l'équipe des Oscars avant pour parer à toutes les éventualités. Depuis le cafouillage Moonlight La La Land, qui a été un moment légendaire de l'histoire de la cérémonie, mais je pense qu'il était vraiment la honte pour les organisateurs. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. Moonlight, Best Picture. Maintenant, on sent que tout est vraiment surrodé et surpréparé.
Et même si ce moment avec Kumail Nanjiani était très charmant, je pense que c'est peut-être aussi le défaut de cette cérémonie et des précédentes ces dernières années. J'ai l'impression d'assister à quelque chose de vraiment de plus en plus policé et de plus en plus lisse, au détriment du divertissement. On sent qu'il n'y a rien qui déborde. Cette année, j'ai aussi trouvé que c'était hyper consensuel, notamment du côté de Conan O'Brien, qui était le maître de cérémonie, qui est quelqu'un qui est très amusant, qui avait fait un très bon boulot l'année dernière. Et là, en fait, il a décidé surtout de s'en prendre aux plateformes. Il a démarré dans son monologue avec une blague sur Ted Sarandos et Netflix, qui était honnêtement très drôle. Netflix CEO Ted Sarandos is here, and this is exciting. It's his first time in a theater. Mais en fait, pendant tout le reste de la cérémonie, il n'a tapé que sur les plateformes, que sur YouTube, le streaming, la tech et un petit peu la Gen Z aussi, étrangement. Mais j'ai fini par trouver que c'était pas très incisif et qu'il y avait peut-être d'autres cibles, éventuellement aux États-Unis en ce moment, sur lesquelles il aurait pu taper, qui s'en prennent, elles aussi, au monde de la culture. Et je pense évidemment à toute la sphère politique américaine. Donc j'avoue que j'ai trouvé ça un petit peu décevant, mais c'est un sentiment que j'ai depuis le début de cette campagne. En fait, c'est rare de voir autant de films politisés dans les nommés, que ce soit Bugonia, que ce soit Une bataille après l'autre, que ce soit Sinners ou que ce soit L'agent secret. Il y avait quand même énormément de films cette année qui parlaient de notre monde actuel, qui avaient un propos assez sombre sur le suprémacisme blanc, sur le complotisme, sur le totalitarisme. Et je trouve ça fou d'avoir des films comme ça en lice et d'avoir une cérémonie aussi policée, avec très très peu de discours politiques. Il y a un petit peu Joachim Trier qui était un petit peu plus politisé dans son discours de remerciement pour valeurs sentimentales. Il y a Javier Bardem, que j'ai trouvé extrêmement courageux puisque c'est le seul qui a pris la parole en fait et qui est arrivé avec des énormes pins sur son costume et qui a débarqué en disant non à la guerre, Free Palestine. C'était vraiment le seul cri ouvertement politique de la soirée. Je pense que c'est pas anodin que ce soit des personnalités européennes qui aient osé prendre un petit peu plus la parole que les personnalités américaines. Et je sais que c'est très compliqué de s'exprimer dans ce genre de moment. J'avais beaucoup d'empathie pour ce qu'avait dit Jennifer Lawrence quand elle disait qu'elle s'exprimait plus politiquement parce qu'elle avait l'impression que de toute façon, ça ne changeait rien et que ça ne pouvait n'avoir que des répercussions négatives et aucune positive. Je comprends vraiment que ce soit une position difficile pour les artistes, mais j'avoue que j'ai trouvé ça très décevant. Paul Thomas Anderson, après sa victoire pour Une bataille après l'autre, qui parle de politique migratoire aux États-Unis et de suprémacisme blanc, et qui a un personnage quand même qui finit gazé et incinéré, quelqu'un lui a demandé visiblement après sa victoire quel était justement le retentissement de son film par rapport à l'actualité américaine, et il aurait répondu je croyais qu'on était là pour faire la fête. Honnêtement, c'est un des cinéastes que j'admire le plus au monde et j'ai été très déçue cette année de voir qu'il avait un discours politique aussi faible par rapport à son propre film. Et c'est un constat qu'on peut vraiment faire sur toute cette cérémonie que j'ai trouvé timide en termes de discours politique alors qu'on est dans un monde qui va très très mal. Je pense qu'il y a quand même une certaine responsabilité de la part du monde du divertissement de refléter en fait le monde qui nous entoure. Ils le font dans leurs films, mais je pense que ça aurait été bienvenu de le faire aussi un petit peu plus dans leur discours. Et comme si tout ça ne suffisait pas, c'est aussi une cérémonie qui était techniquement un petit peu ratée. Il y a eu des gros problèmes de son. Les micros n'avaient pas l'air de très bien fonctionner. C'était parfois difficile de comprendre ce que les présentateurs étaient en train de raconter. Le décor était vraiment raté et faisait très cheap. On aurait dit la salle d'attente d'un vieux spa tout pourri. La réalisation était extrêmement plate. Ça manquait beaucoup de variété dans les plans. On a très peu vu les gens qu'il y avait dans le public. Je ne sais pas si c'est une demande aussi, après plusieurs années, pour éviter qu'on ait ces plans de coupe qui peuvent être parfois un petit peu marrants et transformés en mèmes, mais qui peuvent être aussi peut-être un peu humiliants, je ne sais pas, pour les célébrités, qui sont prises au dépourvu parce qu'elles sont filmées à ce moment-là, pendant qu'elles sont en train de réagir spontanément à quelque chose. Mais en fait, c'est ça qui fait toute la saveur d'une cérémonie de remise de prix. Et si on n'a plus ces plans-là, ça devient extrêmement chiant. Donc voilà, c'est un vrai paradoxe parce que c'est une des séries les plus qualitatives en termes de films récompensés. Et je pense que tous les prix étaient vraiment très mérités. Et on peut rarement dire ça aux Oscars, honnêtement. Mais à côté de ça, c'était une cérémonie qui n'était pas hyper divertissante, qui manquait d'humour, qui manquait de surprise, qui manquait d'émotion aussi. Enfin, même les discours m'ont semblé très polissés, très polis, très convenus. Honnêtement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, mais moi j'ai été un petit peu déçue par cette cérémonie. Alors certes, c'est pas idéal quand quelqu'un se prend une gifle en plein milieu de la cérémonie. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth!
I'm going to. Ou quand un vainqueur est annoncé à la place d'un autre pour Best Picture, je comprends que ça la fout mal, mais en même temps, c'est ces moments qui créent aussi des séquences d'anthologie pour les Oscars et qui permettent de créer des audiences ou de faire revenir le public l'année d'après. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Je pense que ça a été une cérémonie sans doute très divertissante pour les gens qui étaient dans la salle, mais pour les gens qui regardent depuis chez eux, a fortiori avec un décalage horaire, on a envie d'avoir de plus beaux moments d'émotion. Et en dehors de Ryan Coogler ou Michael B. Jordan, je dirais que c'était une soirée vraiment assez peu palpitante. Une belle réussite quand même pour finir, c'était le segment In Memoriam. D'habitude, les organisateurs essayent de ne pas trop isoler certaines célébrités plus que d'autres pour que ça crée pas un trop gros déséquilibre. Mais cette année, il se trouve qu'on a perdu énormément d'immenses célébrités. Et donc, ils ont décidé de mettre en avant certaines personnalités plutôt que d'autres. C'est un exercice qui est très périlleux, mais je trouve que ça a été plutôt réussi. Il y a eu des hommages à Rob Reiner, dont on a parlé dans un épisode de Princess Bride que vous pourrez entendre très prochainement. Il y en a eu un à Diane Keaton, un autre à Robert Redford. Et ces moments-là étaient vraiment très, très émouvants. C'est rare que je me préoccupe autant de la section In Memoriam, mais je dois avouer que cette année, elle était très, très belle. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moi vivre. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Pour finir cet épisode, je voulais vous recommander un film qui est disponible actuellement sur une plateforme, sur HBO Max ou Amazon Prime. Et ce film était nommé à l'Oscar du meilleur documentaire, même s'il ne l'a pas reçu. C'est The Alabama Solution, dans l'enfer de la prison. C'est un film documentaire qui a été réalisé par Charlotte Kaufman et Andrew Jarecki. Si vous connaissez le nom de Andrew Jarecki, c'est parce que c'est lui qui a réalisé d'autres immenses documentaires comme Catfish ou la série documentaire The Jinx, qui était sur HBO. Donc c'est un très bon documentariste et il avait aussi fait un film de fiction qui s'appelait All Good Things, qui était inspiré de la vie de Robert Durst, le personnage principal de The Jinx, et dans lequel jouait Ryan Gosling, comme quoi tout est connecté. Et donc, The Alabama Solution, c'est un documentaire qui est honnêtement assez difficile à voir, mais que je trouve vraiment crucial. C'est un film qui parle du système pénitentiaire en Alabama, qui reprend certaines thématiques qui étaient déjà abordées dans le film Le 13e de Ava DuVernay, un autre film documentaire sur le 13e amendement, qui parlait notamment de la manière dont les populations noires aux États-Unis sont incarcérées et forcées à travailler dans un système équivalent à de l'esclavage moderne, puisque ces détenus travaillent pendant des années et des années sans être payés pour de très grandes corporations américaines. Donc le film parle un petit peu de ça, mais pas seulement. Il parle des conditions atroces de détention des prisonniers de l'Alabama. Mais ce que nous dit le film, c'est qu'en fait, ce qui se passe en Alabama se passe aussi sans doute dans beaucoup d'autres prisons américaines. Toutes ces images ont été tournées clandestinement par les prisonniers eux-mêmes, puisqu'il y a beaucoup de trafic de téléphones portables dans ces prisons. Et donc, c'est eux qui ont réussi à tourner toutes ces images et à les envoyer aux réalisateurs du film. Et donc, on voit vraiment des images très, très, très choquantes sur l'état de ces prisons qui sont inondées, dans lesquelles il y a énormément de problèmes de drogue, d'addiction, de violence, de meurtre, et aussi beaucoup de cas de détenus qui sont battus à mort par les gardes. Et évidemment, tout ça est passé sous silence, sachant que les problèmes de drogue dans ces institutions sont causés par les gardes, qui sont les personnes qui amènent la drogue et les téléphones portables à l'intérieur et qui ensuite vont punir les détenus pour s'en être servis. Et donc, il y a même un moment où le documentaire nous dit que les plus gros taux de suicide, d'overdose et de meurtre en Alabama sont dans les prisons de l'Alabama. Je vous encourage vraiment à regarder ce documentaire et à regarder le 13e de Ava DuVernay. Le 13e, je crois que c'est disponible sur Netflix, et The Alabama Solution, c'est disponible sur HBO Max en France. C'est la fin de cet épisode spécial débrief des Oscars. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, partagez-le, commentez, mettez 5 étoiles, etc. Si ça ne vous a pas plu, je m'en fiche, laissez-moi me faire des films. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de Princess Bride de Rob Reiner. Et dans l'épisode d'après, qui sortira la semaine prochaine, je vous parlerai de la grosse sortie de cette semaine, qui est Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling, à qui j'ai eu l'occasion de parler. Si vous voulez savoir comment je vais, pas bien du tout. Je ne m'en remets pas. J'ai aussi pu interviewer les réalisateurs du film, et donc vous pourrez retrouver tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Salut!
Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.